La belle aventure de lire et faire lire a commencé en 1999 sous l'impulsion d'Alexandre Jardin. 40 écrivains à sa suite se sont mobilisés pour faire un appel, pour lancer un appel à tous les bénévoles de France. Et c'est ainsi que cela a commencé. Alors, Alexandre Jardin a d'abord sollicité l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, et la Ligue de l'enseignement, pour leur demander justement de mettre ça en route. Bien entendu, ils ont adhéré à cette idée immédiatement. Et dès 1999, il lançait un appel dans tous les départements français. Voilà, pour que lire et faire lire s'installe partout. Dans le Gard, nous avons commencé en octobre 2000. Le conseil d'administration de l'Union départementale, de l'UDAF, de l'Union départementale des associations familiales du Gard, et son président ont tout de suite compris tout l'intérêt que cela représentait pour les familles et leurs enfants, cette action de lire et faire lire. Et comme je venais d'avoir ma retraite, j'étais donc enseignante, j'ai été tout de suite désignée pour justement m'occuper de cette action et devenir la coordinatrice départementale. Alors, nous avons commencé avec une poignée d'intervenants bénévoles, 3-4 écoles, et puis ce mouvement n'a cessé de se développer, puisque aujourd'hui, nous en sommes à 270 bénévoles environ, 90 structures éducatives. Quand je dis ça, cela veut dire des structures très différentes, depuis la crèche, l'école maternelle, l'école élémentaire, la 6e dans les collèges, les centres sociaux, les associations, les maisons de retraite, les bibliothèques, nous lisons partout. Et l'hôpital, j'allais l'oublier. L'hôpital où les enfants malades apprécient beaucoup qu'on vienne leur donner un petit peu de notre temps. Il y a également les enfants du voyage. Nous avons des enfants qui sont pas loin de Nîmes, à Millau, donc, et ces enfants-là qui vivent un petit peu en milieu clos, eh bien, n'avaient pas de lecture. Et on est allé jusqu'à eux. Voilà, donc pour le Gard, un fort développement qui s'est encore accentué cette année avec notre jeune femme engagée dans le cadre du service civique, Corinne, qui s'est donnée à fond dans cette action et qui a permis justement de développer encore davantage et surtout dans le rural, parce que c'était là où on avait le moins de lecteurs. Il était une fois une vieille truie qui avait 3 petits cochons. Comme elle était trop pauvre pour les garder, elle les envoya chercher fortune loin. Le premier rencontra un homme qui portait une botte de paille. « S'il te plaît, mon brave, lui dit-il, donne-moi cette botte de paille pour construire ma maison. » L'homme la lui donna, et le petit cochon construisit sa maison. Un loup vint à passer par là. Il frappa à la porte du petit cochon et lui dit « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. »« Non, non, par le poil de mon petit menton. » répondit le petit cochon. « Alors, je vais souffler et ta maison va s'écrouler. » dit le loup. Il souffla et poussa. La maison s'écroula et il mangea le petit cochon. Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui portait une botte d'ajonc. « S'il te plaît, mon brave, lui dit-il, donne-moi cette botte d'ajonc pour construire ma maison. » L'homme la lui donna et le petit cochon construisit sa maison. Mais le loup vint à passer par là et lui dit « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. »« Non, non, par le poil de mon petit menton. » répondit le petit cochon. Alors,
Je vais souffler, pousser, et ta maison va s'écrouler, dit le loup. Il souffla et poussa, il poussa et souffla. À la fin, la maison s'écroula et il mangea le deuxième petit cochon. J'ai été retraitée, j'ai eu l'envie de trouver, d'intégrer une association et dans un journal j'ai vu une annonce concernant l'association Lire et faire lire. Ah, je me suis dit pourquoi pas, c'est très bien, j'adore raconter des histoires, j'aime lire et puis raconter des histoires aux enfants c'est quelque chose d'agréable, donc c'est comme ça que je me suis inscrite à l'association Lire et faire lire. Je trouve que les enfants maintenant ont beaucoup de difficultés à se stabiliser, à écouter, à se concentrer, ils se dispersent beaucoup. Je ne me suis pas du tout inscrite dans cette association pour faire de l'autorité, mais uniquement pour le plaisir des enfants et des mères. Donc on a trouvé cette solution avec Madame Fontaine, la directrice de l'école, de venir dans le cadre de la médiathèque. Et effectivement, là, les enfants ont l'air d'être beaucoup plus attentifs à la lecture. Et je trouve ça très agréable. L'homme les lui donna. Et le petit cochon construisit sa maison. Mais, comme pour les deux autres petits cochons, le loup vint à passer par là et lui dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. Non, non, dans le poil de mon petit menton, répondit le petit cochon. Alors, je vais, que dit le loup? Je vais souffler, pousser, et ta maison va s'écrouler, dit le loup. Il souffla et poussa, et souffla. Et la maison ne s'écroule pas. Exactement. Mais la maison ne s'écroula pas. Exactement. Je trouve que c'est important de bien connaître son texte quand même pour pouvoir prendre un petit peu de la hauteur par rapport au texte. Annoncer un texte, ça n'intéresse personne. Il faut entrer en scène, quoi. Il faut jouer, il faut faire du spectacle avec les enfants. Et puis il faut soi-même participer, rentrer dans l'histoire. Enfin, je crois. Je trouve que c'est important de donner le goût de la lecture aux enfants. Les enfants oublient un peu de lire maintenant. Donc, tous les acteurs peuvent enrayer ce phénomène. Ça les bienvenus, c'est sûr. J'étais pris connaissance du programme Lire et faire lire suite aux interventions d'Alexandre Jardin en 2000, il me semble bien. Et puisque à cette époque-là, l'inspecteur d'académie avait envoyé un courrier à toutes les écoles pour nous parler de ce programme. Donc, ayant en charge une classe de CP, je me suis intéressée à ça et j'ai appelé du Gard pour qu'on ait dans notre école des bénévoles qui interviennent au tout départ dans ma classe de CP. Et petit à petit, les interventions ont eu lieu dans toutes les classes de l'école la première année. C'est aussi structuré, on s'est rendu compte. Alors, on avait une intervention qui était dans la classe d'intégration scolaire avec des enfants handicapés. Les bénévoles intervenaient auprès des élèves de cycle 3, donc CE2, CM1, CM2. Et ça n'a eu lieu que la première année, étant donné que, comme dans beaucoup d'endroits, on manquait assez vite de bénévoles. Donc, on a essayé de faire connaître ce programme le plus possible autour de nous. On avait une référente des bénévoles dès le départ. Et moi, je gère un petit peu tout ça. On a proposé à toutes les écoles de Bagnoles à l'époque, maternelle, primaire, de
participer au programme, sachant que ça pouvait se faire d'après la circulaire de l'inspecteur d'académie pendant le temps scolaire ou en dehors du temps scolaire. Donc les choses ont évolué sur l'école, faute de bénévoles aussi, et ce programme on le propose maintenant qu'aux élèves de cycle 2 qui entrent dans l'apprentissage de la lecture, particulièrement au CP, mais déjà dès la maternelle. Donc sur Bagnoles au jour d'aujourd'hui, on a des bénévoles qui interviennent à l'école maternelle, moyenne section, grande section, et ensuite dans mon école en CP, CE1, et depuis cette année, donc au bout de 12 ans, dans un autre groupe scolaire, en CP, CE1 aussi. On met l'accent sur le cycle 2 où il y a l'apprentissage de la lecture. Pour ce qui concerne les interventions à l'école, ça se passe dans le temps de cantine. C'est un petit peu compliqué par rapport au service de restauration. Donc on a des groupes de 3 à 5 enfants tous les midis, de 11h30 à 12h15. Et ensuite, ça se passe tous les soirs, presque tous les soirs selon les années et les disponibilités des bénévoles, de 16h30 à 17h15. Pareil, des groupes de 3 à 5 enfants qui ne sont pas les mêmes que le midi. Et on essaye de faire partager ce programme à un maximum d'enfants, sachant que c'est sur la base du volontariat pour les familles. Par contre, si un enfant est inscrit, il est obligé de participer à toutes les séances. Nous, on démarre après les vacances de Toussaint pour terminer mi-juin, ce qui nous permet en amont de faire des réunions avec les bénévoles, de recruter de nouveaux bénévoles, éventuellement de les envoyer aux formations à Nîmes, aux réunions de rentrée, et surtout de les rassurer aussi, parce que leur première question, ça a toujours été pour 4 ans, c'est est-ce que je vais y arriver? Voilà, et ça se passe très bien. Et moi, ce que je fais depuis 12 ans avec ma classe, parce que j'ai le CP depuis ce temps-là, c'est de les amener une fois par mois à la médiathèque. Donc, et là, ils peuvent emprunter des livres. C'est pour aborder la lecture, en dehors du livre de lecture, de la classe, montrer qu'on peut lire pour autre chose dans un autre cadre avec d'autres personnes. Donc à chaque fois, j'amène des bénévoles et des parents d'élèves. Donc par rapport à la structure, moi, comme j'ai connu au début le démarrage et puis maintenant, je trouve qu'il faut vraiment continuer à communiquer, à faire connaître ça, sachant que c'est les seules personnes bénévoles qui peuvent intervenir dans les écoles sans avoir un agrément à demander à l'éducation nationale. Et ça, pour nous, directeurs d'école, c'est bien aussi. Et le fait que ce soit une culture, que ça s'adresse aussi à d'autres publics, puisqu'il y a, moi, comme je dis aux bénévoles, c'est lire et faire lire, mais en aucun cas, eux, pour apprendre à lire aux enfants, ça c'est notre travail. Par contre, tout ce qui est le cadre intergénérationnel, c'est très, très, très important. Encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, du fait des familles éclatées, des familles séparées, aussi bien du côté des enfants qui ne voient pas leurs grands-parents que des grands-parents qui ne voient pas leurs petits-enfants. Parce que ça, ils me le disent, et que pour eux, c'est très très important. Et il y a du lien qui se crée, je veux dire que ce soit entre guillemets la vraie mamie ou une mamie qui vient, et quand elles ne sont pas là ou ils ne sont pas là, les enfants y réclament. Ça montre bien l'importance de ce lien intergénérationnel dans une société où il y a peu, de moins en moins. Les enfants restent souvent de 7h30 du matin à 6h30 du soir à l'école. Et au niveau familial, là, on recrée quelque chose qui est aussi important pour les apprentissages que la lecture en elle-même, à mon avis. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons regarder? Qu'est-ce que c'est que cette bête? Une coccinelle. Une coccinelle. La coccinelle, c'est quoi? Vous savez ce que c'est une coccinelle? C'est un escarabée. Oui, c'est plus petit qu'un scarabée quand même. Hein. Oui. Mais c'est une bête très intéressante. Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça mange la coccinelle? Vous le savez? Des feuilles. Des feuilles? Je ne crois pas. Je pense qu'elle aime bien les pucerons. Oh, ah oui. Les pucerons qui se trouvent quelquefois sur les feuilles. Ouais. Elle est grosse, la coccinelle. Oui, bon, parce que ça c'est une image. Là, elle est plus petite, par exemple. Là, voilà. Là, elle est en train de voler. C'est un. Mais là, il n'y a pas de coccinelle. C'était la nuit. Et dans la nuit, il y a des lumières. Regardez ces lumières. Ce sont des bêtes qui ont des lampes de poche. Quelques lucioles dansaient autour de la lune. Les lucioles, ce sont des petits insectes qui ont une lumière aux fesses. Alors, la nuit, on les voit. À 5h du matin, le soleil se leva. Les lampes de poche des lucioles sont éteintes.
De la gauche arriva une brave coccinelle. Elle avait vu une feuille couverte de pucerons. Quel bon petit déjeuner! Mais au même moment, une coccinelle mal lunée arriva de la droite. Elle aussi avait vu les pucerons. Et elle avait envie de manger des pucerons. Qu'est-ce que ça veut dire une coccinelle mal lunée? Ça veut dire qu'elle veut manger. Oui, mais ça veut dire qu'elle est de mauvaise humeur. Et Il y avait des coccinelles gentilles et des coccinelles pas gentilles. Et puis quelquefois, quand on se lève, votre maman vous dit quelquefois, oh toi tu es mal luné aujourd'hui, tu es de mauvaise humeur. Eh bien là, il y avait une coccinelle mal lunée et il y avait une coccinelle qui était bien lunée. Bonjour, dit la brave coccinelle. Dégage, répondit la mal lunée. Je veux ces pucerons. Nous pouvons partager, restez assis. Nous pourrons partager, proposa la brave coccinelle. Pas question de partager. Ces pucerons sont à moi. Rien qu'à moi, répondit la mal lunée en colère. À moins que tu ne veuilles te battre avec moi. Si tu insistes, répondit la brave coccinelle. Et elle regarda la mal lunée. La coccinelle mal lunée baissa les yeux. Elle semblait moins sûre d'elle. Tu n'es pas assez grosse pour te battre avec moi. Si tu trouves quelqu'un de plus gros, répondit la brave coccinelle, tant mieux pour toi. C'est ce que je vais faire, répondit la mal lunée. On va voir ce qu'on va voir. Et là-dessus, la mal lunée ouvrit ses ailes et s'envola. Adieu. J'aime les ours. Vous les aimez aussi, les ours? Et nous, tu aimes les ours? Alors, on va regarder. moi, j'aime les ours. Tu as un bébé ours aussi? Alors, c'est l'ourson qui joue avec les papillons. Il a un museau noir tout rond. Vous le voyez, son museau noir tout rond? Vous pouvez le toucher. Et moi, Toi aussi. Oh, il est beau. Et l'ours blanc, il mange du poisson. Ses oreilles sont douces comme du coton. Touche ses oreilles. Et l'ours brun qui n'a pas, qui n'a pas peur des abeilles. Sa grosse patte est toute collante de miel. Il a une grosse patte. Ah, ça colle, hein? ça colle. Ça colle. Les petits. Ça colle. C'est plein de miel, peut-être. Vous aimez le miel? Ça colle. Oui, ça la lève. Ça colle. C'est assez agréable d'être parmi eux et de faire un partage de générations et de leur faire aimer les livres. Le petit panda a de jolis pieds brillants et il adore manger du bambou. C'est un gourmand. Il est gourmand. Regardez leur joli petit pied. Ça colle. Ça colle? Non, cela ne colle pas. Moi. Toi aussi, Lou? Ça le fait. Allez, c'est sûr. Mais avec son ventre tout doux, mon préféré, c'est mon ours en peluche. Il s'appelle Barnabé. Regardez. Vous avez vu Barnabé? Coucou, ça va? Voilà. Vous avez bien touché. Vous avez bien touché. Allez.
C'est vrai qu'ils apportent beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. On s'apporte beaucoup, mais nous ici on a le plus beau métier du monde. Moi, c'est ce que je dis, l'enfant sain, l'enfant dans toute sa spontanéité. Donc voilà. Nous on arrive, on dit on va leur faire ABC, ben non, pas de peau. Ils vont vous faire CBA. Et si vous avez décidé de faire ABC, mais ils vous font faire CBA. Voilà, c'est ça, c'est le jeune enfant. Hein. Donc la lecture c'est pareil, ça s'inscrit dans le même cadre. Voilà. L'âne, il fait. Comment il fait l'âne? Et le tambour, comment il fait? Rataplam, rataplam, rataplam. Le pétard, il fait boum, 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 t'as vu là? Et les cubes, il fait badaboum, boum, boum, badaboum, et le rhume, il fait. D'apporter le livre, de lire le livre au tout petit, plutôt c'est fait, mieux ça vaut. Hein. Donc c'est vrai que bon, nous c'est dans ce cadre-là, les interventions extérieures c'est toujours bien, parce que bon, ben, c'est des personnes nouvelles à la crèche, les enfants ont vraiment besoin de se repérer, donc avec toutes les personnes qui les entourent, hein, la socialisation. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, autour du livre, c'est bien, c'est un bon support, et nous c'était cette recherche-là qu'on avait à travers l'association Lire et Faire Lire. Moi, je suis à Lire et Faire Lire depuis 10 ans, depuis que je suis à la retraite. Et je suis venue à l'association parce que j'ai une sœur plus âgée que moi, à Paris, qui elle-même avait connu Lire et Faire Lire, qui avait rencontré Monsieur Alexandre Jardin, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai tenté de suivre ses traces, puisque j'ai appris qu'il y avait une association à Nîmes. J'ai voulu aller à l'hôpital, lire à l'hôpital, parce que bon, j'étais enseignante, j'ai toujours pris plaisir à lire à mes élèves, donc je laisse ce plaisir à mes collègues, mais ça ne veut pas dire que je n'irai pas un jour dans les classes, mais j'avais envie d'aller faire cette expérience auprès des enfants de l'hôpital. Eh bien moi, ça fait 8 ans que je suis à Lire et Faire Lire, au moment aussi où j'ai pris ma retraite de l'enseignement, et donc je me suis renseignée. Je suis allée vers Madame Saès, qui m'a introduite tout de suite vers une école maternelle de Nîmes, et je lui ai fait part de mon souhait d'intervenir à l'hôpital auprès des petits enfants malades. Et puis dès que ça a été possible, elle m'a donné l'opportunité de vivre cette expérience très riche. Très riche. Je pense que je peux donner, mais je reçois aussi énormément. J'avais surtout le souhait d'aller lire aux enfants malades, parce que j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu laissés pour compte dans les hôpitaux. Ils sont pour des soins d'abord, donc apporter un peu de gaieté, et puis peut-être leur donner envie de lire par la suite. Quand on arrive, on va directement vers l'accueil. Et à l'accueil, nous trouvons les puéricultrices, les aides-puéricultrices, les aides-soignantes, souvent la responsable du service, Madame Lédé. Et là, maintenant, on est connu. Donc, il suffit qu'on fasse un petit signe et on nous donne les numéros des chambres, les prénoms des enfants, leur âge. Et on nous dit s'ils sont susceptibles d'entendre de la lecture. On tente toujours notre chance dès que le personnel soignant nous a un petit peu indiqué ce qu'on pouvait faire. Mais il nous arrive de ne pas pouvoir lire, parce que malgré que le personnel soignant nous ait dit qu'on pouvait y aller, on peut avoir de la concurrence. La première concurrence, c'est le sommeil des enfants. Puis la famille, les consoles vidéo, la télévision, beaucoup de choses. Mais ça n'est pas grave. On sait très bien lorsqu'on va à l'hôpital que peut-être on ne lira pas. On ne s'impose jamais. C'est notre façon de voir les choses. On ne s'impose pas. On dit quels sont les enfants qui sont susceptibles vu leur état de santé
d'avoir de la lecture, et puis on va et on demande, on se présente auprès de l'enfant et de sa famille si elle est là, et on dit est-ce que j'ai plein d'histoires dans mon sac, et si l'enfant est d'accord, donc on lit. Si l'enfant ne veut pas, on dit ça fait rien, tu as le choix. Quelquefois c'est l'enfant qui rappelle, qui demande à ce que finalement on lise. Oui, et puis quand il a eu une histoire qui dit mais j'en voudrais bien une autre. Hier c'était tu m'en lis une autre. Parfois certains enfants qui ont une pathologie qui demandent de venir quelquefois, donc ils nous reconnaissent aussi. Moi ça m'est arrivé. Le petit garçon il me dit ah mais je me souviens et tu m'avais lu cette histoire. Bien sûr que la pathologie grave d'un enfant, la pathologie lourde, nous renvoie à des choses très intimes. Hein. Et c'est peut-être dur, enfin, c'est comme ça que je le ressens. Mais on a quand même peu de pathologies lourdes. Les pathologies qui, à mon point de vue, sont les plus difficiles, c'est les enfants qui ont un retard très profond, qui sont en situation de à peine comprendre ce que nous disons, mais où parfois le personnel soignant nous dit c'est quelqu'un de très en retard, qui ne parle pas, mais peut-être que le fait d'entendre une voix, même si l'enfant ne comprend pas, ça peut être bénéfique. Et nous sommes allés plusieurs fois dans des situations comme ça. On a accompagné un petit jeune homme qui d'ailleurs est décédé. Mais on racontait l'histoire et on voyait que ses yeux étaient moins perdus, que peut-être il y avait un petit intérêt. Moi, je me souviens d'une expérience, je crois que je vous l'ai faite partager, où une fois, j'étais en train de lire et des clowns qui étaient là aussi sont entrés dans la chambre et ont mimé l'histoire que je lisais. Et je lisais l'histoire du petit cochon qui était tout sale et qui parlait à une petite louvette qui avait un défaut de langue. Et donc, bien sûr, je lisais avec le défaut de langue. Et les clowns en rajoutaient. Les parents, les enfants, tout le monde était vraiment heureux de partager ce moment. C'était très riche. C'était au début où Marcel venait. Oui, c'était extraordinaire. On n'imagine pas quand on est à l'extérieur, mais on a une relation aux parents qui est tout à fait intéressante. Moi j'ai plaisir quand il y a des parents dans la chambre, mais c'est un réel plaisir. Parfois on lit aussi pour les parents qui rient, qui sont ravis. Je pense que ça peut avoir un rôle psychologique fort pour la famille. Ce moment de détente et de partage avec l'enfant. Ça ne doit pas leur arriver souvent à certains d'être tous ensemble pour écouter une histoire. Et oui. On est différent du personnel hospitalier, donc la conversation qu'on peut avoir est tout à fait différente. Parfois, on propose, enfin moi je le fais régulièrement, selon l'âge de l'enfant, et tu es d'accord pour que ton papa et ta maman, on donne la permission à ton papa ou à ta maman d'aller prendre l'air, boire un café. Ça peut être pour les parents aussi un petit moment pendant qu'on est là, ils savent que leur enfant est pris en charge, va être bien avec une histoire, a envie d'une histoire, donc ils vont fumer une cigarette, boire un café, passer un coup de téléphone. Il y a toute une relation aux parents. Et moi, je suis très touchée de la façon dont les parents nous remercient. Oui. L'enfant dit merci quand on s'en va, mais les parents qui sont présents, merci, mais vous faites ça bénévolement, mais qu'est-ce que c'est gentil, mais merci. Derrière la fenêtre mi-close, l'herbe neuve tremblait dans la main fraîche du vent de nuit. C'était un vent acharné des haillons de l'hiver, qui cabriolait sur les hautes collines, ivre des promesses d'un printemps qui tardait à venir. Le jour n'était pas loin. Là-bas, de l'autre côté de la vallée, sous le fourmillement des étoiles lointaines, une blessure secrète commençait à s'ouvrir. En l'apercevant depuis sa chambre, le vieil Aurélien consulta la montre qu'il avait posée sur sa table de nuit avant de se coucher. Comme elle en avait compté d'heures, cette montre, qui battait d'ordinaire sur sa poitrine au rythme de son cœur. Encore un jour, songea-t-il en posant ses pieds nus sur les dalles froides, polies par les ans. Un jour de plus.
un jour, qui s'ajoute à tous ceux d'une vie qui compte près de 80 années et qui s'éteint elle aussi, comme cette nuit d'avril bruissante du grand froissement des étoiles dans le ciel épanoui. Une vie bien ronde, sans autre richesse que celle du cœur, et peut-être de la simplicité à vivre, à aimer le monde, les hommes et les bêtes, sans faire le mal pour le mal, sans jamais montrer plus d'orgueil qu'il n'en faut pour traverser les jours, les mois, les années. Ce qu'il regrettait seulement, Aurélien, c'était ce fils qu'il n'avait jamais eu et dont il avait rêvé longtemps. Je m'appelle Claude-Marie Fesquet, je suis une ancienne enseignante et j'ai commencé, bien quelques années à lire dans le cadre de Lire et faire lire. J'ai d'abord commencé à lire auprès des enfants, des jeunes enfants. Or, comme moi j'avais enseigné à de grands élèves, ça m'a posé quelques petits problèmes. Parce qu'ils étaient nettement moins sages que mes grands élèves. Et finalement, je me suis retrouvée à aller en maison de retraite. Et il m'a semblé être plus utile en maison de retraite dans la mesure où ils ont beaucoup moins de loisirs, ils sont heureux d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui leur parle de ce qui se passe dehors. Et il y a une vraie relation affective qui se crée. Donc ici, à Lumière et Paix, dans cette maison de retraite, je viens depuis 4 ans. Et j'ai créé effectivement de vrais liens avec les personnes qui sont là, qui malheureusement changent, parce qu'il y en a un certain nombre qui s'en vont, mais il y en a d'autres qui arrivent. Oh, s'il avait eu un fils, comme il était sûr qu'il serait là aujourd'hui, près de lui, pour l'accompagner dans sa vieillesse et lui donner le bras quand la jambe fléchit soudainement, sans raison, et que se réveille l'angoisse de la mort inconnue qui attend. Il ne le voyait jamais grand, son fils. Il était toujours resté enfant dans son esprit, forcément, puisqu'il n'avait jamais existé. Il ne risquait pas de grandir, encore moins de mourir. Alors j'ai cherché à leur lire des choses qui pouvaient leur faire plaisir, résonner dans leur vie passée, leur redonner des plaisirs qu'ils avaient pu avoir auparavant. Donc les textes que je lis se situent plutôt dans le XXe siècle, y compris les débuts du XXe siècle, quelquefois la fin du XIXe siècle, et de bons auteurs, parce que ce sont des gens qui aiment les mots, qui ont appris à lire, qui savent rédiger une lettre et qui donc apprécient particulièrement le goût des mots. Donc des descriptions, la nature, les fleurs, les animaux, et puis également bien sûr la vie des personnes, mais en général assez peu de personnes, parce qu'il faut aussi qu'ils arrivent à mémoriser. Mais j'arrive à leur faire de la lecture suivie, parce que en début de séance, en général, je rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Et puis, comme il y a beaucoup de descriptions, ce n'est pas gênant s'ils n'ont pas assisté à la séance précédente. Lire et faire lire dans le Gard, c'est quand même plus de 7000 enfants maintenant. Et chaque jour, des écoles nous sollicitent. Alors, nous manquons de bénévoles. J'espère que beaucoup de personnes viendront nous aider et que cet enthousiasme qui a été provoqué par cette action continuera de se développer. Jusqu'à présent, il n'a pas été démenti. Quand je vois autour de moi, je ne rencontre que des bénévoles heureux, des enfants ravis et des enseignants satisfaits. Alors, merci à tous les bénévoles qui sont déjà à Lire et faire lire, et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres pour donner du plaisir et se faire plaisir.